Parfait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Justine Daigle. En fait, je suis étudiante graduée à la maîtrise en travail social là, à l'Université Laval. J'ai fait mon projet de mémoire sous la direction du professeur Patrick Lucier. Puis, le titre de mon projet de mémoire est le suivant. Donc, l'abus sexuel et la polyvictimisation chez les jeunes avec des comportements sexuels problématiques. Oups. Donc, voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, en fait, l'abus sexuel commis envers des mineurs et par des mineurs sont deux problèmes sociaux qui ont souvent été perçus distincts l'un de l'autre, voire même en opposition. Donc, d'un côté, on a les jeunes victimes d'abus sexuels ou d'autres formes de maltraitance qui vont soulever de la compassion au sein de la société, alors que les jeunes qui manifestent des comportements sexuels atypiques, problématiques ou même illégaux évoquent plutôt là, des réactions hostiles ainsi que la punition et la répression. Par contre, ce clivage entre ces deux phénomènes masque une réalité qui est plus complexe qu'on le pense. En fait, des études empiriques ont démontré une interdépendance et un taux de co-occurrence là, important entre la victimisation et les comportements sexuels abusifs des jeunes. Maintenant, bien que les écrits scientifiques aient démontré un certain lien là, entre la victimisation et les comportements sexuels problématiques chez les jeunes, ces études là, comportent quand même là, certaines limites importantes. D'abord, la plupart des travaux scientifiques se sont davantage axés sur le rôle central de la victimisation sexuelle en lien avec le développement des comportements sexuels problématiques des jeunes. Par contre, il y a quelques études empiriques plus récentes qui suggèrent que les jeunes avec des comportements sexuels problématiques auraient des parcours développementaux qui sont issus de diverses expériences d'abus qui ne se limitent pas juste à la victimisation sexuelle. Donc, c'est certain que en tenant pas compte de la polyvictimisation des jeunes dans les études, ça peut conduire à une surestimation là, des conséquences d'une seule forme de victimisation. Également, jusqu'à maintenant, la polyvictimisation a généralement été examinée à court terme, soit au cours d'une ou de 2 années. Puis finalement, pour ce qui est de la situation au Québec là, et même au Canada, en fait, un nombre limité d'études québécoises a été réalisé concernant la polyvictimisation et les comportements sexuels problématiques des jeunes. Ce qui fait que malgré le développement de plusieurs méthodes d'intervention, il demeure que les intervenants, par exemple, œuvrant en protection de la jeunesse, sont encore confrontés là, à un réel besoin de repères empiriques concernant cette clientèle. Donc, le but de ma recherche, c'est de contribuer à la mise à niveau des connaissances concernant la victimisation et la polyvictimisation vécues au cours des périodes développementales de l'enfance et de l'adolescence parmi des jeunes avec des comportements sexuels problématiques là, en vertu de l'article 38 de la loi de la protection de la jeunesse. Donc, mes objectifs spécifiques, c'est de mieux contextualiser l'expérience d'abus sexuels des jeunes qui présentent des comportements sexuels problématiques avant l'âge de 18 ans. Ensuite, de mieux comprendre les différentes trajectoires développementales de victimisation de ces jeunes. Puis finalement, de mieux comprendre l'influence de l'abus sexuel et de la polyvictimisation sur la continuité ou la persistance des comportements sexuels problématiques là, jusqu'à l'adolescence chez ces jeunes. Donc, en fait, toutes les variables dans mon étude ont été créées à partir d'une mesure principale, c'est-à-dire les signalements retenus à la DPJ pour troubles de comportement sérieux ou pour tout type de maltraitance compromettant la sécurité et le développement du jeune tel que défini par la LPJ. Donc, pour recréer l'histoire de victimisation des jeunes de l'échantillon, des variables concernant la nature de chaque signalement à la DPJ entre 0 et 17 ans a été considérée. Puis, lorsque je parle de polyvictimisation dans mon étude, en fait, la polyvictimisation à l'enfance réfère à la présence d'au moins 2 formes différentes de victimisation, puis à l'adolescence également la présence d'au moins 2 formes différentes de victimisation. Pour ce qui est de la procédure de collecte de données, en fait, une banque de données m'a été fournie. La collecte de données a déjà été réalisée de manière longitudinale et systémique depuis 2002 au CIUS de la capitale nationale. Les données ont été récupérées le 1er mai 2016 par un professionnel de l'informatique du CIUS.
Puis, les contacts avec la DPJ pour chaque jeune ont été codés en utilisant là, un calendrier de vie. Donc, pour ce qui est des critères d'inclusion, pour former mon échantillon total qui était de 1034 jeunes, en fait, c'est d'avoir au moins 18 ans lors de la collecte de données déjà réalisée en date du mois de mai 2016. Ensuite, de présenter au moins un cas de comportement sexuel problématique avant l'âge de 18 ans, selon l'article 38F de la LPJ, entre 2002 et 2016. Puis, être l'objet d'au moins un signalement retenu au service de la DPJ entre 0 et 17 ans, là, et ce, pour tout motif de compromission confondu. Donc, en fait, afin de répondre aux deux premiers objectifs de mon mémoire, parmi l'échantillon total de 1034 jeunes, deux groupes ont été identifiés. Soit un premier groupe de jeunes victimes d'abus sexuels à l'enfance a été comparé à un groupe de jeunes n'ayant pas été victimes d'abus sexuels à l'enfance sur la base là, des différents types de victimisation et des différentes là, trajectoires de victimisation. Ensuite, pour mieux comprendre les facteurs qui sont associés à la continuité ou à la persistance des comportements sexuels problématiques, qui était mon troisième objectif, deux autres groupes ont été identifiés, cette fois-ci parmi un sous-échantillon de 178 jeunes, dont la première occurrence des comportements sexuels problématiques se situe à l'enfance. Donc, un premier groupe de jeunes manifestant encore des comportements sexuels problématiques à l'adolescence a été comparé à un deuxième groupe de jeunes là, ne manifestant plus de comportements sexuels problématiques à l'adolescence, encore une fois sur la base là, des différents types de victimisation et des trajectoires de victimisation. Donc, pour ce qui est d'un premier résultat qui donne un portrait général de la situation, en fait, les jeunes avec des comportements sexuels problématiques avant l'âge de 18 ans, on voit qu'ils sont victimes de plusieurs formes de maltraitance et de victimisation. Donc, sont victimes de négligence parentale, d'abus sexuels, d'abus physiques, également d'abandon, et ils ont subi là aussi des mauvais traitements psychologiques, tant à l'enfance qu'à l'adolescence. Un des résultats qui est ressorti de mon étude, en fait, c'est que les jeunes avec des comportements sexuels problématiques, parmi les jeunes avec des comportements sexuels problématiques, ceux qui ont été abusés sexuellement à l'enfance sont plus susceptibles de vivre dans un contexte de polyvictimisation. Donc, comme on peut voir au premier graphique là, à votre gauche, en fait, près de 80% de ceux qui ont été abusés sexuellement au cours de l'enfance vivent également de la négligence parentale. Puis, les jeunes victimes d'abus sexuels à l'enfance sont également plus enclins de vivre l'abus physique et de l'abandon comparativement à ceux qui n'ont pas vécu d'abus sexuels. Pour ce qui est de la victimisation rendue à l'adolescence, comme on peut voir là au deuxième graphique à droite, en fait, toujours parmi les jeunes qui présentent des comportements sexuels problématiques, ceux qui ont été abusés sexuellement durant l'enfance sont plus enclins à la revictimisation sexuelle là, à l'adolescence. Ensuite, un autre résultat qui est ressorti de mon étude, c'est que la polyvictimisation chez ces jeunes semble persister jusqu'à l'adolescence. Donc, en fait, là, parmi les jeunes avec des comportements sexuels problématiques, comme on peut voir au premier graphique à votre gauche, en fait, ceux qui ont été abusés sexuellement à l'enfance, sont plus susceptibles de vivre au moins une autre forme de victimisation ou même deux autres formes de victimisation. Ce qui fait en sorte là, que 83,5% des jeunes abusés sexuellement à l'enfance là, vivent dans un contexte de polyvictimisation au cours de cette période. Pour ce qui est des trajectoires de victimisation rendues à l'adolescence, donc toujours parmi les jeunes avec des comportements sexuels problématiques, on voit que ceux qui ont été abusés sexuellement à l'enfance sont plus susceptibles de vivre au moins deux formes de victimisation rendues à l'adolescence. Donc, on voit vraiment là, la continuité de la polyvictimisation entre l'enfance et l'adolescence. Finalement, un autre résultat qui ressortait de mon étude, en fait, c'est que l'abus sexuel, dans un contexte de polyvictimisation vécu au cours de l'enfance, a une influence sur la continuité
ou la persistance des comportements sexuels problématiques. Donc, comme on peut voir dans le tableau, en fait, plus de la moitié des jeunes qui présentent encore des comportements sexuels problématiques à l'adolescence vit au cours de l'enfance dans un contexte de polyvictimisation incluant l'abus sexuel, alors que cette proportion-là est moins importante parmi ceux qui ne manifestent plus de comportements sexuels problématiques rendus à l'adolescence. Également, on voit que je n'ai pas obtenu de différences significatives concernant la polyvictimisation, mais excluant l'abus sexuel. Donc, ici, on voit là, que l'abus sexuel, dans un contexte de polyvictimisation à l'enfance, avait une influence sur la persistance des comportements sexuels problématiques. Donc, maintenant, comment on peut expliquer tous ces résultats? Bien, en fait, afin de mieux comprendre l'influence de la polyvictimisation sur le développement des comportements sexuels problématiques, bien, un lien peut être fait avec la théorie de l'attachement telle que suggérée par Marshall et Cole en 1993. En fait, excusez-moi. OK. Donc, en fait, les jeunes qui présentent des comportements sexuels problématiques présentent une grande vulnérabilité. Cette vulnérabilité est présentée sous forme d'un attachement insécure qui proviendrait essentiellement d'une perturbation de la qualité des liens d'attachement entre l'enfant et son parent, résultant d'expériences difficiles là, au sein de la famille durant l'enfance. Donc, par exemple, là, un enfant qui a vécu justement de la victimisation durant l'enfance. Donc, cet attachement insécure mènerait le jeune à avoir des difficultés au niveau du plan interpersonnel, notamment là, au niveau de l'intimité avec les pairs du même groupe d'âge. Puis, ben, ces difficultés peuvent se traduire justement par la manifestation de comportements sexuels problématiques. Donc, plus spécifiquement, ben, les liens d'attachement qui sont perturbés vont faciliter l'apparition des comportements sexuels problématiques par le fait que les jeunes tenteront de répondre aux besoins d'intimité par l'activité sexuelle. Donc, les comportements sexualisés des jeunes peuvent représenter un effort pour gagner en proximité physique et en intimité. Par contre, afin de faire face là, au traumatisme engendré par la victimisation, ben, ces jeunes vont présenter plutôt des comportements sexualisés qui sont de nature agressive puis qui ne sont pas adaptatifs pour ceux-ci. Également, au plan clinique et développemental, ben, il est possible que les comportements sexualisés puissent avoir pour but de diminuer l'anxiété qui est ressentie par les enfants. Par contre, dans le cas où un enfant a développé un attachement insécure de type désorganisé, en plus d'avoir vécu de l'abus sexuel et de la polyvictimisation, ben, peut faire en sorte que le jeune ait des problèmes au niveau de l'empathie, de l'agressivité, puis de l'hostilité. Puis, ben ça peut créer un contexte favorable là, à la manifestation des comportements sexuels problématiques chez les enfants. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est que les comportements sexuels problématiques des jeunes, c'est fort probablement là, des manifestations de difficultés et de blessures profondes là, qui sont engendrées par ces traumatismes. Également, une autre piste explicative peut être fournie concernant la persistance de la polyvictimisation de l'enfance à l'adolescence. Donc, en fait, ici, les comportements sexuels problématiques d'un jeune joueraient un rôle modérateur entre la polyvictimisation à l'enfance et celle vécue à l'adolescence. En fait, la polyvictimisation à l'enfance a des répercussions négatives sur le comportement d'un jeune, dont le développement de comportements sexuels problématiques. Rendu à l'adolescence, la manifestation de comportements sexuels problématiques engendrés par le lourd fardeau d'une polyvictimisation précoce peut accroître le risque de réactions violentes et d'être victimisé à nouveau. Donc, les problèmes comportementaux d'un jeune, dont ceux de nature sexuelle, émergeant d'une polyvictimisation vécue de manière précoce, bien, peut créer une certaine vulnérabilité là, à une victimisation supplémentaire. Donc, pour ce qui est des implications de l'étude sur le plan de la recherche, en fait, l'étude là, souligne l'importance de prendre en considération la polyvictimisation dans l'étude des jeunes avec des comportements sexuels problématiques, puis plus particulièrement la polyvictimisation là, vécue au stade de développement lié à la période de l'enfance. Également, des pistes d'amélioration pour l'intervention ont pu être soulevées.
En fait, pour ce qui est de l'intervention réalisée à la DPJ auprès des enfants qui sont victimisés ou maltraités, en fait, les intervenants devraient porter une attention particulière à la manière dont les expériences de victimisation multiples peuvent affecter le développement de la sexualité de ces jeunes. En fait, le développement psychosexuel de l'enfant n'est pas pris en considération pour le moment dans l'intervention auprès des enfants qui vivent de la maltraitance autre que la victimisation sexuelle. Donc, il est possible de penser que certains cas de comportement sexuel problématique aient pu échapper là, à certains intervenants de la DPJ. Également, il y a l'outil d'évaluation des comportements sexuels problématiques, comme le CSBI, qui est habituellement utilisé là, auprès des victimes d'abus sexuels, mais qui pourrait également là, être utilisé là, par les cliniciens là, dans l'intervention auprès des jeunes qui sont polyvictimisés. Pour ce qui est des pistes d'amélioration, pour l'intervention auprès des enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques, bien, ce qui est à retenir de l'étude, c'est qu'en fait, les jeunes qui présentent des comportements sexuels problématiques ont fort probablement des besoins en matière d'intervention qui vont dépasser largement le cadre du développement de la sexualité. En fait, pour le moment, les interventions auprès des enfants avec des comportements sexuels problématiques sont davantage axées sur le développement des connaissances liées à la sexualité ou à l'amélioration des habiletés pour mieux contrôler leur comportement sexualisé. Par contre, les professionnels qui interviennent auprès de ces jeunes devraient aussi évaluer la présence et le risque de polyvictimisation là, en intégrant ces aspects dans l'axe d'intervention. Donc, malgré les retombées de mon étude, celle-ci comporte certaines limites qui sont à soulever. D'abord, les résultats de l'étude actuelle ne sont pas généralisables à l'ensemble des jeunes qui présentent des comportements sexuels problématiques, notamment à ceux qui n'ont pas fait l'objet ou qui n'ont pas reçu une intervention là, de la part de la DPJ. Également, il s'agit de données concernant les types de victimisation qui ont tous été appuyés par le jugement d'un professionnel des services de la protection de la jeunesse. Donc, il s'agit de données officielles, puis il se peut que l'histoire de victimisation ou de polyvictimisation reflète pas toute l'étendue de ces problématiques chez les jeunes avec des comportements sexuels problématiques. Il s'avère probablement d'une sous-estimation de l'ampleur réelle de ces problématiques parce que c'est pas tous les cas de victimisation ou de maltraitance, là, ou pour diverses raisons, c'est pas tous les signalements, en fait, qui sont retenus là aussi à la DPJ. Également, il y a l'examen de plusieurs autres paramètres là, relatifs à la nature spécifique des comportements sexuels problématiques qui n'a pas été effectué, par exemple au niveau de la gravité des gestes posés par les jeunes. Puis finalement, il y a aussi l'examen de plusieurs autres paramètres relatifs au développement des comportements sexuels problématiques là, qui n'ont pas été effectués. Donc, on n'a pas regardé les influences sociales ou les facteurs socioculturels, etc. Donc, en conclusion, en fait, l'étude souligne la complexité du contexte de vie traumatique dans lequel vont s'inscrire les comportements sexuels problématiques. D'où l'importance de méthodes d'intervention mieux adaptées aux besoins spécifiques de cette clientèle. Évidemment, la recherche sur le sujet demeure nécessaire afin d'approfondir encore les connaissances. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, d'autres facteurs pourraient avoir une influence sur le développement des comportements sexuels problématiques et qui méritent d'être investigués. Puis également, d'autres études longitudinales seraient utiles pour justement identifier, entre autres, les facteurs de protection qui diminuent le risque d'apparition des comportements sexuels problématiques chez les enfants qui sont polyvictimisés. Merci de votre attention. Donc, je me présente, je m'appelle Camille Buisson, je suis candidate au doctorat en psychologie à l'UQTR dans le profil intervention et recherche. Donc, aujourd'hui, je suis bien contente de pouvoir mettre mon chapeau de chercheur pour pouvoir vous présenter les premiers résultats du premier volet de ma thèse qui s'inscrivent assez bien dans le thème du mois qui porte sur les enjeux de protection et la maltraitance. De mon côté, je m'intéresse aux enjeux liés au placement,
dans un contexte de risque de maltraitance et plus spécifiquement d'abus sexuels. Donc, d'abord, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se rappeler le bourdonnement médiatique des dernières années. Tout le monde se souvient du décès tragique de l'enfant qui était pris en charge par la DPJ à Granby et qui a suscité une forte médiatisation et qui a également donné lieu à la commission Laurent. On peut également penser à la série documentaire Au cœur de la DPJ ou au reportage d'enquête. Cette médiatisation, qui n'est pas étrangère à l'émergence de la notion de risque, a permis de mettre en lumière les enjeux de la protection de la jeunesse au grand public. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai envie de vous inviter dans mes réflexions qui ont mené à mon projet de recherche et de réfléchir avec vous sur les résultats à la lumière des premiers constats de la commission Laurent qui sont issus du rapport préliminaire déposé en novembre 2020. Donc, je vais traverser avec vous le contexte théorique et les objectifs de recherche, ma méthodologie, les premiers résultats et une discussion à la lumière des premiers constats. Donc, risque de maltraitance, enjeux liés au placement et lunettes écosystémiques. D'abord, en ce qui concerne la notion de risque, on peut se demander quelle place est-ce que ça occupe dans les services de protection de la jeunesse. Dans les faits, dans les 30 dernières années, les agences de protection de la jeunesse ont orienté leur politique et leurs pratiques en mettant une emphase croissante sur la notion du risque. Ça se manifeste entre autres par le fait que les agences de protection vont intervenir autant dans les situations où il y a maltraitance que dans les situations où l'enfant est à risque de l'être. Le risque occupe également une place importante du processus décisionnel lié à l'évaluation des signalements en protection de la jeunesse. Donc, le Québec n'est pas différent dans les modifications qui ont été apportées à la loi sur la protection de la jeunesse, ou LPJ, en 2007. Les modifications ont permis d'ajouter le motif de risque sérieux dans les motifs de compromission, soit ce qui va compromettre la sécurité et le développement de l'enfant. On parle autant de risques sérieux pour la négligence, l'abus physique ou l'abus sexuel. Et ici, pour décrire le signalement en matière de risque d'abus sexuel, on peut voir qu'il comporte 2 alinéas qui se retrouvent dans la loi sur la protection de la jeunesse et ici qui inclut la notion de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel ou d'exploitation sexuelle pour l'enfant. Ce qu'on connaît actuellement sur les enfants qui sont à risque de maltraitance, c'est qu'ils représentent de 20 à 25% des enfants qui sont pris en charge par les services de protection de la jeunesse. Et il y a une étude actuellement qui nous ont permis de voir en quoi est-ce qu'ils se distinguent des enfants victimes de maltraitance. Donc, ce qu'on sait, c'est que les enfants à risque de maltraitance sont généralement plus jeunes au moment de la prise en charge et ils vont vivre dans des environnements où les figures parentales présentent davantage de facteurs de risque. J'entends par facteurs de risque des éléments qui vont augmenter les chances de vivre la maltraitance pour l'enfant. Les enfants à risque de maltraitance vont également tendre à avoir moins de difficultés individuelles que les enfants victimes de maltraitance. Donc, si on résume, l'emphase sur la notion du risque dans les pratiques et les politiques permet de porter un regard sur les comportements futurs du milieu familial et donc d'agir comme un moteur de prévention dans la maltraitance à l'enfance. Toutefois, bien que l'objectif est noble, il y a certains auteurs qui appellent à la prudence. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas de définition claire dans la loi. On peut donc se demander qu'est-ce qu'un risque sérieux et de quelle façon ça va être interprété par les juges ou par les intervenants. Il y a également un manque de validité des outils d'évaluation du risque qui a été identifié. Et quand je parle de responsabilité individuelle du risque, c'est que quand on met une emphase sur les risques qui sont inhérents au milieu familial, le fardeau de la maltraitance repose sur les facteurs de risque de la famille et la responsabilité devient donc individuelle. On évacue donc par le fait même l'influence des structures plus larges dans lesquelles l'enfant grandit. Finalement, agir dans les situations qui représentent un risque pour l'enfant, ça permet d'élargir la portée des interventions permises aux intervenants de la protection de la jeunesse. Et ça, c'est pas sans implication pour les enfants et les familles. L'une des implications possibles, c'est le retrait de l'enfant de son milieu d'origine.
Actuellement, les chiffres sont pas clairs, voire rares en ce qui concerne la proportion d'enfants qui sont placés en raison d'un risque de maltraitance. Toutefois, la littérature démontre que le placement est généralement utilisé fréquemment, malgré le caractère exceptionnel de cette mesure de protection, avec environ 50% des enfants qui sont placés à la suite de leur prise en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux liés au placement impliquent autant les conséquences sur le développement de l'enfant à court et à long terme, mais également les défis qu'il représente. Donc, la loi sur la protection de la jeunesse est assez claire dans ses principes directeurs, en ce sens que pour les enfants placés, on va vouloir assurer une stabilité des liens d'attachement et du milieu de vie dans lequel ils vont être, et de privilégier leur retour dans leur milieu d'origine lorsque la situation le permet. La stabilité de placement peut être définie par diverses variables, notamment par le nombre de déplacements que l'enfant va vivre et par la réunification familiale. Et pourquoi c'est important de se pencher sur la stabilité du placement? C'est que l'instabilité en soi, donc par exemple un grand nombre de déplacements, va être un défi supplémentaire pour l'enfant placé et va représenter des conséquences négatives pour cet enfant-là qui doit déjà s'ajuster, s'adapter à de nouveaux environnements physiques et sociaux, en plus de devoir composer avec la perte de relations significatives. De façon générale, les études qui s'intéressent au placement des enfants en protection de la jeunesse vont considérer tous les enfants qui sont pris en charge. Donc, il y a très peu d'études qui vont nous démontrer quelles sont les caractéristiques individuelles et familiales ou encore les indices de stabilité pour les enfants à risque d'abus sexuels ou victimes d'abus sexuels. Et pourquoi c'est pertinent de s'intéresser à ce groupe d'enfants-là, c'est que bien qu'ils représentent 4% seulement des enfants pris en charge par les services de protection de la jeunesse, ce sont des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Vulnérables en ce sens qu'ils sont plus à risque de présenter des troubles en santé mentale, des problèmes de comportement et de rencontrer des difficultés relationnelles et académiques. Quand on les compare aux enfants victimes de maltraitance, un peu comme dans le fond la présentation de Justine a montré tout à l'heure, c'est que quand on les compare aux enfants qui sont victimes de maltraitance mais qui n'ont pas vécu d'abus sexuels, les enfants victimes d'abus sexuels ont des niveaux plus élevés de problèmes internalisés et externalisés et vont provenir de milieux familiaux qui présentent davantage de difficultés psychosociales. Ce sont également des enfants qui ont un besoin de services spécialisés qui sont adaptés à leurs particularités et à la situation. Donc, dans une perspective écosystémique, le bien-être et le développement de l'enfant sont influencés par une pluralité de facteurs de risque et de protection qui sont en interaction. Cette perspective permet de réfléchir les enjeux du placement en protection de la jeunesse en tenant compte tant des caractéristiques individuelles de l'enfant que celles des parents et de l'environnement familial de l'enfant, du cadre législatif, que des événements vécus par l'enfant au cours de sa trajectoire de placement, et tout ça en interaction les uns avec les autres. Évidemment, je ne suis pas la première à observer la maltraitance à l'enfance à travers une lunette écosystémique. Toutefois, de mon côté, j'ai choisi d'inscrire mes réflexions et mes résultats selon cette approche parce qu'elle me permet, entre autres, de répondre à certaines limites liées à la notion du risque. Par exemple, des travaux plus récents sur le modèle écosystémique par Rebecca Bollum permettent de dégager la responsabilité de l'abus sexuel des épaules des parents, et ici plus spécifiquement des mères, en ne niant pas l'influence maternelle, mais en la considérant plutôt comme une variable du microsystème qui est influencée par les autres niveaux systémiques. Dans le cadre de ma thèse, du premier volet de ma thèse, je m'intéresse plus spécifiquement à ces trois niveaux-là, donc l'ontosystème des caractéristiques individuelles de l'enfant, le microsystème, l'environnement immédiat de l'enfant et le chronosystème, soit les indices de stabilité à travers la trajectoire de placement de l'enfant. Mes objectifs de l'étude, c'est d'abord de connaître et distinguer les caractéristiques des enfants à risque d'abus sexuels de celles des enfants qui ont été victimes d'abus sexuels au moment du premier placement, de connaître et distinguer les difficultés psychosociales des parents des deux groupes au moment du premier placement et de distinguer les caractéristiques liées au placement toujours de ces deux groupes. Donc, au niveau de ma méthodologie, mon échantillon est un sous-échantillon du projet Trajectoire type de placement qui a été dirigé par Mme Karine Poitras.
Les critères d'inclusion sont que les enfants devaient être âgés entre 0 et 12 ans au moment de leur premier placement de 7 jours et plus en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, qui devait avoir lieu entre novembre 2012 et novembre 2014. La particularité de mon échantillon, c'est que les enfants devaient voir leur sécurité et leur développement compromis au motif de compromission d'abus sexuels ou de risques sérieux d'abus sexuels au cours de la trajectoire d'observation qui est située entre 3 mois et 5 ans, tout dépendamment du dossier de l'enfant. Est-ce qu'il a fermé, par exemple, pendant la trajectoire d'observation? Les données proviennent de 3 CIUS, Mauricie, Montréal et Capitale-Nationale, pour un échantillon de 31 dossiers d'enfants. Donc, pour l'étude, c'est une analyse de dossiers à partir du système clientèle projet intégration jeunesse, c'est-à-dire les dossiers informatisés des enfants qui sont pris en charge par les services de protection de la jeunesse. Une grille de dépouillement a été utilisée qui se divise en 3 temps de mesure. Pour ma part, je me suis intéressée au temps 1 qui concerne les 3 premiers mois qui suivent le premier placement. Ce temps 1-là me permet d'aller voir le cumul de difficultés des enfants au moment de leur premier placement, mais aussi le cumul de difficultés présenté par les figures parentales. J'entends par figure parentale que la difficulté devait être présente chez l'un ou l'autre des parents au moment du premier placement, donc par exemple un trouble en santé mentale. Ensuite, au travers de la fenêtre d'observation de 3 mois à 5 ans, les caractéristiques du motif de compromission à l'étude ont permis d'être observées. Donc, ce motif-là pouvait arriver à n'importe quel moment. Par exemple, le type d'abus ou la situation à risque. Est-ce que la situation mettant à risque l'enfant provient de la famille immédiate de l'enfant ou est-ce que c'est à l'extérieur de la famille? Et les caractéristiques des déplacements, donc à chaque fois que l'enfant entre et ressort d'un milieu substitut. Pour le plan d'analyse, les 2 groupes sont comparés sur chacune des variables indépendantes à l'aide de tests de comparaison. Donc, on est allé voir les cumuls de difficultés individuelles, cumuls de difficultés familiales. Et pour mes indices de stabilité de placement, je suis allée voir le nombre de milieux substituts rencontrés par l'enfant et le nombre de retours dans le milieu familial d'origine. Au niveau des résultats, d'abord, pour mon échantillon, il se divise en 2 groupes. Donc, 15 enfants qui ont été pris en charge par les services de protection de la jeunesse pour un risque sérieux d'abus sexuels. 3 de ces enfants-là vont ultérieurement être pris en charge par la DPJ pour un abus sexuel. Dans un des cas, dans le fond, c'est le dévoilement de l'enfant qui a confirmé l'abus sexuel. Et dans les 2 autres cas, c'est des abus sexuels qui sont indépendants de la situation qui les mettait initialement à risque. Et ensuite, on a le 2e groupe, les enfants pris en charge pour un motif d'abus sexuel au nombre de 16. Dans les 2 groupes, j'ai une majorité de filles, soit 23 filles au total sur un échantillon de 31. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour ce qui était des situations de risque sérieux, 100% des cas provenaient de la famille immédiate de l'enfant, alors que pour les situations d'abus sexuels, on avait 50% des abus qui provenaient de la famille immédiate et 50% des abus qui ont été commis à l'extérieur de la famille immédiate, qu'on va appeler des abus extrafamiliaux. Et 3 de ces abus-là ont été commis dans la famille d'accueil de l'enfant, soit par le responsable de la famille d'accueil ou par un enfant de la famille d'accueil. Au niveau de la description de l'échantillon, de façon générale, ce qu'on peut voir ici, c'est que les enfants du groupe abus sexuel semblent présenter davantage de difficultés au plan du fonctionnement, avec 50% des enfants qui présentent des symptômes internalisés. Qu'est-ce qu'un symptôme internalisé? C'est par exemple des symptômes anxieux ou de l'isolement social. Au niveau des parents, je reviens. On peut voir que dans les 2 groupes, les enfants semblent baigner dans un environnement familial qui est assez complexe. Ce qui capte particulièrement mon attention, c'est le fait que dans les 2 groupes, il y a plus de la moitié des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Une majorité d'enfants également qui vivent avec des parents qui présentent des faibles habiletés parentales. Et au niveau des enfants du groupe risque d'abus sexuels, il y a 80% des enfants qui vivent avec des parents qui présentent un faible soutien parental à l'égard de la situation de risque. Donc, qui ne vont pas les protéger ou les croire nécessairement par rapport à la situation qui représente un risque d'abus pour eux. Au niveau des tests de comparaison, ce qu'on peut voir, c'est que les enfants du risque d'abus,
du risque d'abus sexuels sont significativement plus jeunes au moment du premier placement et vont vivre dans des environnements familiaux qui présentent davantage de difficultés. Toutefois, il n'y a pas de différence au niveau des difficultés individuelles de l'enfant. Au niveau des indices de stabilité, on voit qu'il n'y a pas de différence au niveau du nombre de milieux substituts rencontrés. Par contre, il y a une différence au niveau du nombre de retours dans le milieu familial, soit que les enfants du groupe à risque d'abus sexuels vont vivre moins de retours dans le milieu familial. Si on s'approche un peu plus près de cette variable-là, on va voir que la moitié des enfants de ce groupe-là vont vivre aucune réunification familiale, mais que 40% d'entre eux vont être réunifiés et vont demeurer dans leur milieu biologique à la suite de cette réunification-là. Donc, ils ne vont pas vivre un nouveau placement. Même chose pour le deuxième groupe. Si on s'approche un peu plus près, on va voir qu'il y a uniquement 19% des enfants qui vivent aucune réunification, pour plus de la moitié qui vont être réunifiés et demeurer dans leur milieu familial à la suite de cette réunification-là. Il y a quand même un quart des enfants, donc 4 enfants, qui vont vivre un échec de réunification, soit qui vont être placés de nouveau à la suite de la réunification familiale. Au niveau des résultats et d'une discussion à la lumière des premiers constats de la commission Laurent, d'abord, il y a l'étude de Fallon et de ses collaborateurs qui ont indiqué que les enfants qui étaient pris en charge pour un risque de maltraitance étaient plus jeunes au moment de la prise en charge. Mes résultats indiquent que les enfants à risque d'un abus sexuel sont également plus jeunes au moment du premier placement. Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Il y a certaines études qui ont démontré que la décision de retenir un signalement en matière d'abus sexuel était fortement associée à l'âge de l'enfant. Donc, plus que l'enfant est vieux, plus on va tendre à retenir le signalement en matière d'abus sexuel. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il est possible qu'il soit plus difficile d'obtenir des preuves suffisantes pour retenir un signalement en abus sexuel lorsque les enfants sont en bas âge? Et donc, la notion de risque sérieux dans les motifs de compromission permet aux services de protection de la jeunesse d'intervenir plus rapidement dans la vie de ces enfants-là. Dans un deuxième temps, les résultats concernant le nombre de retours dans le milieu familial vont également dans le sens de la littérature, soit que les enfants plus jeunes tendent à vivre moins de réunification familiale. Finalement, les enfants à risque d'un abus sexuel proviennent de situations familiales qui sont complexes et qui leur assurent peu de soutien et de protection à l'égard de la situation qui représente un risque pour eux. Donc, j'avais envie de profiter du contexte actuel pour vous partager quelques réflexions sur les premiers constats issus du rapport préliminaire en tenant compte des résultats que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, 2 constats ont particulièrement capté mon attention. Le premier étant que les enfants ont besoin pour se développer sainement, sainement de vivre au sein d'une famille stable et permanente, entourée d'adultes qui les aiment et auxquels ils peuvent s'attacher pour la vie. Donc, d'abord parce que ce constat-là s'inscrit assez bien dans ma première étude, mais également parce que c'est un constat qui semble aller de soi. Mais dans les faits, les résultats montrent qu'il y a un défi immense d'offrir un milieu d'accueil à l'enfant qui permet à l'enfant de se développer et de se maintenir en sécurité. La qualité du milieu d'accueil demeure donc un facteur important à considérer dans les risques inhérents à la mesure de protection et vont renforcer l'idée de l'importance de se pencher sur la sélection des postulants comme famille d'accueil, mais aussi sur leur accompagnement. Donc, il est important de retenir que les enfants à risque d'abus sexuels sont un groupe qui sont particulièrement vulnérables, considérant leur jeune âge et la complexité des situations familiales dans lesquelles ils grandissent. Et les résultats forcent une réflexion sur le déploiement des mesures préventives, parce que les facteurs de risque étaient bien présents avant la prise en charge par les services de protection de la jeunesse. Le deuxième constat qui a capté mon attention, c'est celui-ci, soit que la société dans son ensemble, et non seulement la protection de la jeunesse, doit construire un cercle de bienveillance autour de l'enfant. À la lumière de ce constat, les conclusions forcent un regard sur les structures sociales qui accompagnent la gestion du risque. Et dans une perspective écosystémique, une des limites de ma première étude est de ne pas avoir considéré les structures sociales, formelles et informelles, qui vont influencer le développement de l'enfant à risque d'abus sexuels, mais aussi sa trajectoire dans les services de protection.
Par structure sociale, formelle et informelle, j'entends par exemple la teneur des décisions judiciaires prononcées ou la nature des services psychosociaux qui vont être rendus à la famille. C'est dans ce contexte-là que le deuxième volet de ma thèse va porter sur les décisions judiciaires en s'intéressant à la façon dont les juges vont mobiliser la notion de risque dans les décisions judiciaires qui mènent à la mesure de placement. Alors, bonjour, je m'appelle Catherine Turbide, je suis étudiante au doctorat. En fait, je termine mon doctorat en travail social à l'Université Laval, sous la direction de Marie-Christine Saint-Jacques et la co-direction de Sylvie Drapeau. Ma thèse porte sur le parcours des familles qui sont suivies par le DPJ en raison d'un conflit sévère de séparation et je m'intéresse à la perspective des parents. Donc, ma présentation va suivre un cours classique. Je vais d'abord vous présenter le contexte de la recherche, sa méthodologie pour centrer le plus possible de temps sur les résultats. Alors, quand on parle de conflit sévère de séparation, c'est toujours la première question qu'on se pose. De quoi parle-t-on? C'est parce qu'il n'y a pas un consensus autour d'une définition de ce phénomène-là. Par contre, une recension de la littérature permet de voir quelles caractéristiques émergent. Donc, quand on parle de ces situations-là, on parle de situations où des parents ont des problèmes relationnels importants, ils ont une coparentalité difficile, voire impossible après la séparation. Ils auraient tendance à utiliser de façon répétée des services pour essayer de régler leur litige sans parvenir à une entente. Ce sont des situations aussi qui ont un impact potentiel important sur l'enfant. On sait que le climat dans lequel se déroule la séparation a un impact sur le développement de l'enfant. Par contre, on ne les voit pas toujours immédiatement, on peut les voir plus tard dans le temps. C'est aussi des situations où il y aurait une persistance du conflit dans le temps. On dit aussi, c'est pour ça un peu l'image, que c'est un concept parapluie parce que, en fait, plus on étudie ce phénomène-là, plus on se rend compte qui est associé, est en co-occurrence avec plusieurs autres problématiques, notamment la santé mentale et la toxicomanie. Donc, de plus en plus, on remet un peu en question l'idée selon laquelle, dans un conflit, les deux parents en prennent part toujours de façon égale. C'est toujours symétrique parce qu'il peut y avoir d'autres problématiques qui font en sorte qu'un parent alimente plus le conflit que l'autre. Donc, dans le cadre de ma thèse, on va plutôt parler d'un contexte de séparation parentale qui peut présenter ces caractéristiques-là. Quand on parle de conflit sévère de séparation, on n'a pas le choix. On met toujours le pied dans des enjeux autour de la violence conjugale. Il y a tout un débat autour de la distinction entre ces deux phénomènes-là. Donc, tout n'est pas réglé, évidemment, mais pour les fins de la thèse, on a dû prendre position. Donc, et on s'est appuyé sur des auteurs comme Anderson. Donc, dans cette position-là, quand on parle de violence conjugale, on va parler de situations ou post-séparation où il y a un parent qui adopte des comportements, où il y a un rapport de domination d'un parent envers l'autre qui, lui, est victime de violence conjugale et on va observer dans ces situations-là des stratégies de coercition, de contrôle qui sont adoptées par un parent. Dans les situations de conflit sévère de séparation, il peut y avoir des comportements violents qui sont adoptés par un parent ou par les deux, mais c'est davantage mais c'est davantage la violence situationnelle et c'est pas un rapport de domination ou un système qui est installé. Par ailleurs, au Québec, quand le conflit représente une forme de compromission pour l'enfant, la famille peut être suivie par les services de la protection de la jeunesse. Ça représente 14,8% de tous les signalements pour mauvais traitement psychologique, parce que quand ces familles-là sont suivies, c'est en vertu de l'article 38C, donc c'est considéré comme une forme de mauvais traitement psychologique. Cependant, comme la commission Laurent l'a bien identifié, et comme je pense ça a été nommé depuis le début, l'intervention de la protection de la jeunesse, ça devrait être un service, disons, de dernier recours,
c'est une loi d'exception. Donc, on peut, en fait, à l'origine de ma thèse, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que des parents, après la séparation, ont un conflit tellement important qu'on doit mettre en place des mesures d'exception pour protéger l'enfant. Donc, c'est ce qui est à l'origine, disons, de ma thèse. Donc, l'objectif, c'est de comprendre le parcours des familles qui sont suivies par la protection de la jeunesse en raison d'un conflit sévère de séparation. Donc, moi, je me suis intéressée au point de vue des parents et je me suis demandé qu'est-ce qui caractérise leur parcours sur le plan de leur trajectoire familiale, c'est-à-dire c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent, comment ça a pu évoluer, puis qu'est-ce qui a contribué à leurs difficultés. Puis je me suis aussi demandé qu'est-ce qui caractérise l'utilisation des services. Donc, comment les services interviennent dans leur vie, dans quel contexte. Donc, ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est comment l'intervention du DPJ s'inscrit dans leur parcours, comment ils arrivent dans leur vie, puis comment, et c'était quoi l'impact de l'intervention pour eux, ces parents-là. Donc, ces situations-là, en fait, d'emblée, là, je dois dire qu'il n'y a pas un très grand corpus d'études, de recherche. On s'intéresse de plus en plus à ces situations-là. Donc, la recherche fournit de plus en plus, produit de plus en plus d'études, mais si on regarde ça objectivement, c'est quand même pas un phénomène très étudié. Par contre, ce qu'on en sait nous vient beaucoup des intervenants. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent ça difficile d'intervenir auprès de ces familles-là. Il y a quelques études qui ont donné la parole à ces parents-là et on se rend compte qu'eux aussi, ils trouvent ça difficile, l'intervention. Premièrement, le conflit sévère, toute la situation, ce contexte de séparation-là, ça leur fait vivre beaucoup de souffrance. Ils ont des craintes par rapport à l'enfant, souvent, ils vont nommer ça. Par rapport à l'intervention de la protection de la jeunesse aussi, ils vont sentir qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Ils ont l'impression d'irriter les intervenants avec des détails. Il y a quelques études aussi qui ont mis en lumière des mères qui disent qu'ils ont dû quitter une situation de violence conjugale, ont dû mettre fin à la relation et qu'après, elles doivent aujourd'hui composer avec cet homme-là parce que la protection de la jeunesse insiste pour que l'enfant maintienne des contacts avec son père. Donc, pour eux, c'est comme une situation, pour elles, ce sont des situations paradoxales. Ceci dit, tout ça repose sur très peu d'études. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est important de prendre en compte le contexte compte tenu de la complexité de ces situations-là. Et que le conflit sévère de séparation, ça serait peut-être des fois juste la pointe de l'iceberg. Donc, j'ai, dans le cadre de ma recherche, pris une approche qualitative. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des parents sur leur parcours, la signification qu'ils accordent à ce qui compose leur parcours. Donc, les critères d'inclusion, en fait, j'ai rencontré des parents qui étaient suivis par la protection de la jeunesse en raison de mauvais traitements psychologiques, donc 38C, le mauvais traitement psychologique causé par le conflit de séparation. Mais un autre motif pouvait s'ajouter au conflit sévère de séparation pour différentes raisons. On a pris en considération ces situations-là, notamment pour tenir compte de toute la complexité, donc dans la perspective où on était. Ceci dit, on a le critère d'exclusion, c'est toutes les situations où il y avait une dynamique de violence conjugale au sens où je vous l'ai expliqué au début. Donc, on a mis en place différentes stratégies pour essayer que ces situations-là ne se retrouvent pas dans mon échantillon. Donc, les situations, ils ne devaient pas avoir noté au dossier la présence d'une dynamique de violence conjugale, premièrement. Mais en plus, l'intervenant ne devait pas soupçonner la présence. Donc, parfois, on n'a pas la preuve, mais parfois, on a un soupçon intuitivement. Donc, ces situations-là, on a demandé d'exclure. Donc, j'ai fait mon recrutement auprès des intervenants. Donc, c'est eux qui parlaient aux parents de la recherche. C'est eux, dans le fond, aussi qui déterminaient est-ce que ces situations-là correspondent aux critères d'inclusion et d'exclusion. Et j'ai fait affaire avec, en fait, il y a 3 établissements qui ont participé à ma recherche, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Finalement,
j'ai rencontré, en fait, mon échantillon final, c'est 21 parents, 15 femmes, 6 hommes. Dans la majorité, les parents que j'ai rencontrés ont des contacts fréquents avec leur enfant parce que soit leur enfant est confié, soit que c'est une garde partagée ou l'autre parent a des contacts fréquents. Ce sont des parents aussi qui ont habité un certain temps ensemble. J'ai pas de situation où ils ont resté ensemble seulement quelques mois. Donc, près de la moitié de mon échantillon, c'est des gens qui ont demeuré ensemble entre 6 et 10 ans. Et la majorité ont composé avec une nouvelle conjointe, ou un nouveau conjoint, donc soit eux ont un nouveau conjoint dans leur vie, soit que leur ex-conjoint a quelqu'un de nouveau ou une nouvelle relation. Pour amasser mes données, j'ai fait des entrevues structurées, mais j'ai aussi utilisé 2 outils. Donc, le premier qui est le calendrier de vie. Donc, avec les parents, on a regardé l'ensemble, donc on a complété ce calendrier-là qui permettait de faire leur histoire, en fait, depuis le début du couple jusqu'à notre rencontre. Et on a regardé les transitions, c'est-à-dire l'arrivée des enfants, les séparations et évidemment la rupture et les recompositions, mais aussi les événements marquants qui me permettaient vraiment de comprendre, qui voulaient m'expliquer pour que je puisse vraiment comprendre c'était quoi leur parcours. On a fait aussi le calendrier des services, c'est-à-dire tous les services psychosociaux qu'ils ont reçus pour les aider dans leurs difficultés familiales ou conjugales et judiciaires. On a aussi utilisé le RIT pour vérifier, pour voir avec eux comment le conflit a évolué ou il faut dire, puis vous allez le voir dans mes résultats, des fois, les parents ne considèrent pas que ce sont des situations conflictuelles. Donc, à partir du moment-là, on parlait plutôt de difficultés avec l'autre parent. L'objectif, c'est de voir pour eux comment ça a évolué le conflit, puis qu'est-ce qui fait ou leurs difficultés, puis qu'est-ce qui a contribué à ça avec eux. Et j'ai fait une entrevue semi-structurée en regardant différents thèmes avec eux pour compléter les données qu'on avait, pour compléter ce qu'il y avait à me dire avec les autres outils. Pour analyser tout ça, j'ai procédé par questionnement analytique. Je n'irai pas dans le détail, là, mais si vous avez des questions, en fait, j'ai plutôt interrogé le matériel plutôt que de le classer par thème. Alors, la première question, compte tenu de ce que je vous ai présenté au début de tous les enjeux avec la violence conjugale, si je commence par vous parler de la nature des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur trajectoire familiale, c'est parce que vous vous doutez bien que même si on a tenté d'exclure les situations de violence conjugale, ben dans mon échantillon se retrouvent tout de même plusieurs situations qu'on peut qualifier de violence conjugale. En fait, mon échantillon, il y a 3 grands groupes qu'on peut faire sur ce plan-là, qu'on peut tirer sur ce plan-là. D'abord, il y a des parents pour qui, en fait, comment j'ai classé ces 3 groupes-là, c'est parfois, il y a des parents qui me racontaient eux-mêmes, qui vont dire clairement, voici ce que je vis. Puis d'autres parents, il a fallu un peu comprendre à partir de l'analyse de leur discours. En fait, pas de l'analyse de leur discours, mais de l'analyse de ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc, il y en a pour qui, ce qui est vraiment au cœur de leurs problèmes, de leurs difficultés, c'est le conflit sévère de séparation. Et il n'y a pas d'indice dans ce qu'ils disent qu'il y a de la violence conjugale ou il y a un rapport de domination. Comme je l'ai dit tantôt, il peut y avoir une situation de violence ponctuelle, des comportements de part et d'autre ponctuels, mais on n'est pas dans un système de domination. Donc, comme il y a une mère qui le nomme de façon, je trouvais très imagée, elle m'a dit, ben, présentement, on est juste 2 innocents qui ne sont pas capables de gérer. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, pour elle, c'était clair que le conflit est de façon, c'est symétrique. De part et d'autre, les 2 alimentent le conflit. Il y a des parents pour qui c'est pas ça, là, que c'est l'autre parent qui a des difficultés. Mais au-delà de cette idée-là, ce qu'on constate dans comment ils décrivent leurs difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ça confirme un peu l'idée selon laquelle ce sont des situations très complexes. Donc, il peut avoir un problème de santé mentale
ou de toxicomanie chez un parent, chez les deux parents, et tout ça contribue à rendre la situation très difficile entre les parents. Par exemple, dans l'extrait que je vous ai mis là, c'est un papa qui raconte que lui, il avait des problèmes de santé mentale qui ont alimenté le conflit avant, pendant et après la séparation. Mais aussi que son ex-conjoint, la maman, elle avait des problèmes de consommation qui lui sollicitait, qui lui faisait vivre beaucoup d'inquiétudes quand l'enfant était chez la mère, au point que lui a demandé au juge qu'on place son enfant parce que il comprenait là, que la protection de la jeunesse, tout le monde ne pouvait pas faire confiance dans ses capacités parentales, mais il était tellement inquiet de ce qui se passait chez maman que pour l'enfant, donc il est même jusqu'à aller demander de retirer l'enfant. Donc, c'est un exemple, une illustration pour vous dire à quel point ces situations-là sont beaucoup plus complexes que des gens qui ne sont pas capables de s'entendre. Il y a des situations de violence conjugale. Donc, ce sont des mères qui décrivent, ce sont toutes des femmes qui sont dans ce groupe-là, qui vont décrire des situations où elles ont subi la violence physique, psychologique, et elles vont vraiment nommer qu'elles sont dans une situation d'emprise psychologique. Donc, c'est une situation où elle va décrire des événements qui se sont passés avant la rupture, mais aussi après, où la violence qu'elle vivait avant s'est transformée en harcèlement de la part du père après. Il y a des situations qui sont plus ambiguës, dans le sens qui sont difficiles à classer. Je vous ai dit qu'il y avait tout un débat qu'on n'était pas on n'avait pas encore tranché nécessairement ces questions-là, et ça transparaît vraiment dans mes résultats. Donc, c'est des parents, des mères qui vont raconter, il y en a eu de la violence, même des situations d'emprise psychologique, de domination avant, mais c'est pas des choses qui se sont poursuivies dans leur point de vue après la rupture, et elles vont pas nécessairement dire que ce qui est au cœur du problème actuellement, c'est ça. C'est d'autres choses. C'est la relation, comme dans l'exemple que je vous ai mis, entre le père et les enfants. C'est le problème de consommation du père. Donc, c'est complètement d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on les a classés plutôt dans des situations qu'on appelle, disons, ambiguës ou moins claires. En fait, la deuxième question, c'est mais comment tout ça a évolué? Ça a été quoi l'évolution? Et qu'est-ce qui a contribué à l'évolution? Encore une fois, je suis capable de dégager 3 groupes. Il y a des parents pour qui ça a toujours été difficile. Avant la rupture, ça commence très tôt. Ça a toujours été compliqué. Et là, il y a toutes sortes d'événements, de transitions, de moments très difficiles qui vont s'enchaîner dans leur point de vue. Et disons qu'il y a un effet d'accumulation qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, toute coparentalité est impossible. Comme par exemple, ce père-là, l'extrait que je vous ai mis, lui, quand je dis coparentalité impossible, c'est je veux même plus lui parler, j'ai peur de cette femme-là. Notamment dans ce contexte-là, c'est parce qu'il a subi plusieurs fausses allégations de la part de la mère. Donc, pas simplement une fois, mais ça s'est accumulé tout au long de leur histoire, tout au long de leur trajectoire familiale. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus la période après la séparation qui permet de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc, j'explique, c'est pas que c'est rien passé avant la séparation. Ils ont vécu toutes sortes de difficultés. Il y a eu des périodes stressantes, par exemple, on va dire qu'on a eu les enfants, on n'était pas très bon, on était très stressés, tout ça. Mais ce sont des périodes qui vont considérer comme normales, ou des stress normaux, ou moins pires, ou moins graves que ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent actuellement. Et ce qui déclenche leur conflit, disons la bougie d'allumage, c'est vraiment la recomposition familiale, l'arrivée de la nouvelle conjointe dans leur vie, dans la vie du père, qui va vraiment créer les problèmes qu'ils vont vivre actuellement. Donc, dans l'extrait que je vous montre ici, elle raconte que même si le père l'a trompée pendant plusieurs années, ils ont eu plusieurs altercations, mais malgré tout, elle considérait que c'était un bon père et que c'est aujourd'hui parce que, par exemple, la nouvelle conjointe prend sa place à sa lumière, à ses yeux à elle, que là, ça devient plus possible d'établir une coparentalité. Et il y a un groupe qui est surprenant. C'est-à-dire que j'ai des parents pour, quand je les ai rencontrés, le conflit s'était apaisé.
Donc, ils ont eu des difficultés tout au long de leur trajectoire, mais il est arrivé à un moment, un événement qui fait vraiment que le conflit s'est apaisé. Parfois, c'est le travail du DPJ, il faut le nommer, mais parfois, c'est un événement malheureux qui arrive chez l'autre parent qui fait en sorte qu'on devient plus proche, que le participant est devenu un soutenant pour son ex-conjoint. On peut se demander comment le DPJ entre dans la vie de ses parents et quelles sont les conséquences, en fond, dans quel contexte l'intervention du DPJ s'inscrit. Donc, dans mon échantillon, il y a 3 portes d'entrée. En fait, ce qui est le plus, disons, surprenant, c'est ce qui n'est pas présenté là. C'est qu'il n'y a aucune situation où le DPJ rentre pour mauvais traitement psychologique en raison du conflit sévère de séparation. Là, il faut faire attention, moi, c'est le point de vue des parents, donc eux sont toujours au courant de ce qui a été dans le signalement. C'est pas comme ça qu'ils ont cette lecture-là. Mais quand ils me racontent, ils vont me dire, par exemple, qu'il y a eu des fausses allégations. Il y a eu non-respect de l'ordonnance de garde, c'est-à-dire que les enfants ne voulaient pas aller chez leur père ou chez leur mère. Donc, il a fallu appeler la police pour forcer les enfants et là, donc, tout ça a entraîné l'intervention du DPJ. Mais plus souvent, le DPJ rentre dans leur vie pour une autre raison. Il y a eu un abus physique, un abus sexuel. Et là, au cours de l'évaluation, ou même plus tard dans l'intervention, le DPJ se rend compte du conflit sévère de séparation. La DPJ, la relation entre les parents vont dire, le DPJ ne m'a pas permis d'améliorer ma relation avec l'autre parent. Par contre, il a permis d'encadrer des échanges, donc il a diminué certains comportements d'harcèlement. Et ils vont aussi noter qu'il y a un impact sur le rôle. Dans le fond, le DPJ va avoir donné accès à certains parents qui m'ont dit, si le DPJ n'avait pas été là, je n'aurais pas accès à mon enfant. Et à l'inverse, le DPJ a fait en sorte à son arrivée, dû couper ou diminuer les liens entre le parent et l'enfant. Le DPJ travaille les pratiques parentales. Il y a des parents qui vont me nommer ça avec eux. Les parents, leur lecture, c'est très intrusif parce que c'est pas ça le problème. C'est pas mes pratiques parentales, c'est les pratiques parentales de l'autre parent ou la situation, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale ou d'autres difficultés. Donc, moi, je suis un bon parent. Je comprends pas pourquoi il faut travailler mes capacités parentales. Et même chose pour la coparentalité. Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs qui ont l'impression d'avoir donné des chances longtemps à l'autre parent. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place et c'est plus possible de travailler avec l'autre parent. Donc, mon étude, sa principale force, c'est évidemment de donner la parole aux parents puis de permettre une compréhension du phénomène. Je pense qu'il amène un angle différent de ce que jusqu'à maintenant existe dans les écrits scientifiques. Cependant, j'ai juste un seul point de vue. Je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, à quelques exceptions près, j'ai juste un parent que j'ai rencontré. Évidemment, mon échantillon présente des limites parce que, il n'est pas grand et notamment parce qu'il y a beaucoup de violence conjugale, donc ça devient à un moment donné difficile de départager tout ça. Les pistes pour la recherche, je pense qu'il faut il faut faire des études qui prennent en considération le point de vue de plusieurs acteurs. Donc, ça, c'est le projet pour la suite. Ça prend aussi des cadres théoriques, des méthodologies qui prennent en considération toute la complexité du conflit sévère de séparation. Il faut aussi faire des évaluations. Il y a des projets qui sont en cours, mais il faut continuer les évaluations des interventions auprès des familles. Des pistes pour l'intervention, c'est de prendre en considération l'ensemble des difficultés familiales, évidemment, mais aussi de trouver des espaces où on peut s'entendre sur la définition du problème et le sens donné à son rôle. Il faut aussi, évidemment, détecter, différencier les situations de violence conjugale, puis détecter les inégalités de pouvoir entre les parents. Et ça demande temps, rigueur, et donc, il faut que les intervenants puissent avoir accès à un soutien clinique et des ressources nécessaires. Je pense que je vais dans le même sens que la commission Laurent, évidemment. Alors, je vous ai mis mes références ici, à la fin, pour ceux qui s'intéressaient. Donc,
Bonjour, je vais me présenter. Donc, Jessica Turgeon, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQTR dans le profil recherche et je fais mon doctorat sous la direction de Tristan Milot et de Diane Saint-Laurent. Et je vous présente aujourd'hui les résultats d'une étude de la portée sur l'état d'esprit hostile impuissant, qui est un type d'attachement désorganisé à l'âge adulte. Donc, tout comme à l'enfance, les représentations d'attachement adulte sont regroupées là, sous différentes catégories qu'on appelle état d'esprit d'attachement. C'est principalement à l'aide de l'entrevue d'attachement adulte que l'état d'esprit de l'adulte va être évalué. L'entrevue d'attachement adulte, c'est une entrevue semi-structurée qui dure à peu près 1 heure, puis qui s'intéresse vraiment au regard que l'adulte porte sur ses relations qu'il a eues durant l'enfance avec ses figures d'attachement principales. Donc, il y a vraiment une attention qui est portée sur la façon dont l'adulte va décrire ces expériences-là, puis leur impact, puis la signification, l'importance aussi qu'il accorde aux relations d'attachement. Il y a les résultats de 2 méta-analyses qui montrent que les représentations d'attachement de l'adulte, donc son état d'esprit, a une influence à la fois sur les comportements parentaux et la qualité des interactions parents-enfants. Entre autres, quand l'état d'esprit du parent est désorganisé, l'enfant est plus à risque de présenter ou de développer lui aussi un attachement de type insécurisant désorganisé. L'hypothèse qui est émise, c'est que les traumas non résolus du parent donnent lieu à des comportements qui sont soit effrayants ou effrayés à l'égard de l'enfant. Puis quand l'enfant perçoit son parent comme étant effrayant ou effrayé, il y a comme un manque de confiance dans la disponibilité du parent, sa capacité à répondre aussi à ses besoins d'attachement. Ça vient activer justement son système d'attachement. Puis là, l'enfant se désorganise un peu parce qu'il ne sait pas s'il devrait s'approcher de sa figure d'attachement ou de s'éloigner parce qu'elle représente à la fois une source de peur et une source de sécurité. Ça, c'est vraiment sur le plan comportemental. Au niveau représentationnel, l'enfant intériorise des représentations négatives de lui-même, des autres, puis des relations aussi qu'il entretient avec les autres. Et c'est ce qui, selon Lines-Ruth et son équipe, conduirait à l'intériorisation ou au développement plutôt d'un état d'esprit à l'âge adulte qui serait caractérisé par l'hostilité et ou l'impuissance. Donc, l'état d'esprit hostile impuissant, c'est justement une forme de désorganisation de l'attachement chez l'adulte qui résulterait là, d'une exposition répétée à des traumas de nature relationnelle vécus durant l'enfance. Donc, l'état d'esprit hostile impuissant est vraiment décrit ou présenté comme une évolution possible de l'attachement désorganisé au cours de l'enfance. Puis est aussi considéré comme un facteur d'intérêt, comme une variable d'intérêt pour mieux comprendre la transmission intergénérationnelle des expériences traumatiques. Cet état d'esprit-là, le concept lui-même a été développé à l'origine pour des populations très à risque. Donc, ça, des parents qui ont des problèmes de santé mentale, les parents qui ont une histoire de maltraitance et surtout les populations suivies en protection de la jeunesse. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une personne qui a un état d'esprit hostile impuissant? Eh bien, lors de l'entrevue d'attachement adulte, le discours de l'adulte est caractérisé par un contenu qu'on qualifie comme étant non intégré. Donc ça se traduit vraiment par des incohérences, des contradictions importantes dans le discours, puis dans les représentations que l'adulte se fait de ses figures d'attachement. Donc, par exemple, l'adulte peut nommer être très proche de son parent, qu'ils sont des meilleurs amis, et plus tard dans l'entrevue, représenter cette même figure d'attachement-là comme étant soit malveillante, hostile ou encore impuissante ou victimisée. Par exemple, quelqu'un qui dirait, ben moi et ma mère, on est pareil, puis plus tard dire, ma mère n'est pas capable de s'occuper de moi, 0, 0, 0. Je suis devenue le parent de ma mère très jeune.
Les adultes qui ont un état d'esprit hostile impuissant peuvent aussi ou ont aussi tendance à décrire des expériences très difficiles, donc très négatives qu'ils ont vécues dans l'enfance, mais peuvent avoir tendance à minimiser ou même à bloquer les émotions qui sont associées à ces expériences-là, ou même les conséquences que ça a pu avoir sur leur développement. Alors ça, je dirais que ce sont vraiment les principales caractéristiques. Il est important de savoir que le concept d'état d'esprit hostile impuissant, il est relativement récent. Par contre, il y a de plus en plus d'études là, qui sont publiées puis qui viennent appuyer la pertinence du concept, non seulement pour la recherche, mais aussi pour l'intervention clinique. Par contre, à ce jour, là, il n'y a pas encore eu d'études qui a systématiquement comme intégré les résultats de ces études-là pour en dégager des conclusions générales. C'est pourquoi mon premier article de thèse, en fait, c'est une étude de la portée ou un scoping review en anglais sur l'état d'esprit hostile impuissant. Puis, il y a 3 objectifs là, principaux à l'étude. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment d'établir l'étendue de la recherche dans le domaine de l'attachement de type hostile impuissant. Ensuite, d'identifier les écarts dans la littérature, puis de proposer des pistes de recherche futures. Bien que ce soit là, une étude qui vise un peu à recenser la littérature, il y a quand même quelques hypothèses sous-jacentes à l'article. Donc, dans un premier temps, on s'attend à ce que la prévalence de l'état d'esprit hostile impuissant augmente en fonction du niveau de risque des populations, puis qu'il soit plus prévalent notamment là, chez les familles en centre jeunesse. On s'attend aussi à voir à ce que l'état d'esprit hostile impuissant agisse sur plusieurs dimensions de l'écologie familiale. Donc, ça n'interfère pas seulement avec le fonctionnement de l'adulte, mais que ça touche aussi l'enfant, voire même la relation parent-enfant. Et finalement, ben, les résultats de l'étude vont permettre là, de cibler ou d'identifier des pistes de recherche futures, puis de générer des hypothèses pour ces futurs projets-là. Au niveau de la méthodologie, donc l'étude de la portée a été réalisée en fonction du cadre méthodologique qui est proposé par Arksey et O'Malley, donc qui eux présentent une démarche là, en 5 étapes qui va de l'identification de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. Donc, on a choisi 3 concepts clés pour la recherche documentaire. D'abord, l'état d'esprit hostile impuissant, clientèle adulte et attachement désorganisé. Donc, ces concepts-là, leurs synonymes ont été utilisés. Puis, il y a 3 bases de données qui ont été interrogées. Alors, ProQuest, PsychArticles et Psychological and Behavioral Sciences Collection. Pour ce qui est des critères d'inclusion-d'exclusion, pour être retenu, les études devaient, là, bien évidemment, parler du concept d'état d'esprit hostile impuissant qui a été développé par Lansruth et son équipe. On a aussi retenu les études empiriques, les thèses doctorales, puis autant les études publiées en français qu'en anglais. À l'inverse, on a exclu les études qui ne présentaient pas de données originales. Donc, par exemple, des chapitres de livres là, dans lesquels certains résultats étaient recensés. Puis aussi, si les résultats avaient été présentés à la fois dans le cadre d'une thèse doctorale et d'un article, on a retenu seulement l'article pour la synthèse. Donc, la recherche initiale là, dans les 3 bases de données a permis d'identifier 284 références. Et il y a 4 références aussi supplémentaires là, qui ont été identifiées dans de la recherche secondaire. Donc, il y a principalement des consultations avec d'autres équipes, par exemple. Après avoir supprimé les doublons et trié les références en fonction des titres et des résumés, on a retenu 29 articles, références plutôt, pour la lecture intégrale. Donc, on a aussi vérifié la liste des références de ces 29 articles-là pour s'assurer de ne pas en manquer. Puis ça a permis de cibler 2 études supplémentaires. Et après la lecture intégrale de ces articles-là, on a retenu 19 références pour la synthèse. Donc, les 12
références qui ont été exclues là, après la lecture intégrale, c'était soit parce qu'ils ne présentaient pas de données originales, soit c'était des études de cas, ou encore il y a certaines études qui mesuraient les comportements hostiles impuissants sans que l'état d'esprit de l'adulte là, soit évalué, par exemple par le biais de l'entrevue d'attachement adulte. Donc, le premier résultat là, dont je veux vous parler, c'est vraiment au niveau de la prévalence. Donc, la proportion d'adultes qui ont un état d'esprit hostile impuissant est très élevée chez les populations à risque. Par exemple, dans une étude par Linesruth, il a été démontré que 75% des mères dont l'enfant a un attachement de type insécurisant désorganisé a ce type d'état d'esprit-là. Il y a d'autres études aussi qui montrent des proportions à 64% chez des mères dont les enfants sont négligés ou à risque de négligence, 27% chez des adultes qui ont un problème de santé mentale et 65% chez des mères ayant commis un filicide. Alors, puis à l'inverse, les proportions sont moindres chez des populations qui proviennent d'un milieu socio-économique défavorisé, donc environ 20%, puis encore moins chez les adultes à faible risque, là, ça tourne plutôt autour de 9%. Les résultats montrent aussi des relations, des associations significatives entre l'état d'esprit hostile impuissant et le vécu de maltraitance, les problèmes de santé mentale, les difficultés dans la relation parent-enfant, puis les difficultés aussi au niveau du développement socio-affectif de l'enfant. Pour la présentation, je vais vraiment présenter seulement une partie des résultats. Sachez qu'il y en a plusieurs autres, mais en raison d'une contrainte de temps, puis aussi pour vous donner le goût peut-être de lire l'article une fois qu'il sera publié, je vais vraiment me centrer plutôt sur le lien entre l'état d'esprit hostile impuissant puis le vécu de maltraitance et la relation parent-enfant. Donc, il y a plusieurs études quand même là, qui ont vérifié l'association entre l'état d'esprit hostile impuissant puis l'histoire de maltraitance de l'adulte ou du parent. Donc, encore une fois, Linesruth et ses collègues ont trouvé que l'état d'esprit hostile impuissant des mères chez un échantillon de mères là, à faible revenu était significativement associé à la sévérité des expériences d'abus dans l'enfance. Et ça a aussi été soulevé dans le cadre d'autres études, par exemple chez un échantillon de jeunes adultes qui ont un statut socio-économique faible à modéré. Dans une étude menée par Tristan Milot puis différents professeurs là, de l'UQTR, l'Université de Montréal, l'Université de Laval et l'Université de Sherbrooke, les chercheurs ont trouvé que les mères hostiles et impuissantes ont vécu presque 2 fois plus de formes de maltraitance différentes que les mères non hostiles impuissantes et que les mères qui avaient un état d'esprit hostile impuissant rapportaient avoir vécu plus fréquemment des expériences d'abus émotionnels, d'abus sexuels et de négligence physique comparativement aux mères non hostiles et impuissantes. Il y a 2 articles aussi qui ont été récemment publiés, puis qui ont repéré des associations significatives entre l'état d'esprit hostile impuissant puis les comportements maltraitants à l'égard de l'enfant. Donc, entre autres, Terry et son équipe ont analysé les représentations d'attachement de 26 mères durant leur grossesse, dont 13 de ces mères-là avaient perdu la garde de leur enfant durant les 2 premières années de vie en raison de comportements maltraitants. Puis, les chercheurs ont trouvé que le statut d'état d'esprit hostile impuissant des mères durant la grossesse permettait de prédire le statut de retrait des enfants entre l'âge de 0 et 24 mois. Puis, il explique que la transition à la parentalité, ça peut être un moment difficile. Donc, entre autres, où le parent est confronté à des signaux de détresse chez son enfant, à l'intimité aussi, puis que ça peut faire revivre un peu là, ou faire émerger des anciens traumas ou des souvenirs qui rendent plus difficile l'exercice là, du rôle parental.
Dans une seconde étude, il y a des chercheurs qui ont vérifié l'effet médiateur de l'état d'esprit hostile impuissant entre la relation entre la sévérité des expériences d'abus de négligence dans l'enfance et le risque de filicide. Puis, ils ont trouvé que cette relation-là était médiée justement par des niveaux plus élevés d'état d'esprit ou de représentation hostile impuissante. Et donc, ils concluent que ce ne serait pas nécessairement les expériences de maltraitance en soi, mais bien leur influence sur l'état d'esprit du parent qui agirait encore plus là, sur la présence de comportements maltraitants à l'égard de l'enfant. Et maintenant, pour ce qui est de la relation entre état d'esprit hostile impuissant puis la relation parent-enfant, il y a plusieurs chercheurs là, qui ont trouvé que l'état d'esprit hostile impuissant, c'est un très bon prédicteur de l'attachement désorganisé chez l'enfant, puis qui est aussi associé à des comportements parentaux qu'on dit atypiques. Donc, qui réfèrent soit à un renversement de rôle, des comportements hostiles à l'égard de l'enfant ou même des erreurs dans la communication parent-enfant. Chez des diades mères adolescents, cette fois-ci, l'état d'esprit hostile impuissant a aussi été associé à une confusion dans les rôles, les frontières dans les interactions, alors que l'état d'esprit hostile impuissant des jeunes adultes, lui, est associé à la présence de comportements contrôlants ou punitifs envers le parent. Alors, comme vous pouvez voir, c'est sûr que je passe un peu vite là, sur les résultats, mais il y a une quantité considérable là, de nouvelles connaissances sur l'état d'esprit hostile impuissant qui a émergé dans les dernières années. Mais malgré ça, là, il y a quand même quelques écarts qui sont notés dans la littérature puis qui nous permettent de proposer des pistes de recherche futures. Entre autres, il manque d'études longitudinales pour vraiment bien comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans le développement des représentations d'attachement de l'enfance à l'âge adulte. Puis, il faut aussi privilégier l'utilisation d'une approche écosystémique là, qui a été présentée plus tôt, donc qui englobe non seulement des facteurs individuels, mais aussi des facteurs environnementaux pour vraiment bien comprendre, bien éclairer ce processus de développement-là, puis aussi de transmission intergénérationnelle. Et c'est justement l'objectif de mon article 2 de thèse. Et ensuite, les études jusqu'à présent là, ont vraiment surtout été réalisées auprès de mères et de jeunes enfants. Donc, il est important d'élargir les recherches aux pères, aux hommes, puis aux enfants d'âge scolaire. Puis notamment parce que les enfants, durant la période scolaire, prennent de plus en plus de place dans les interactions. Alors, il y a des recherches présentement en cours aussi qui vont permettre là, d'éclairer quelques-unes de ces questions-là. En ce qui concerne les forces et les limites de l'étude, c'est vraiment la toute première étude qui recense là, systématiquement les études qui ont porté sur l'état d'esprit hostile impuissant. On a choisi une étude de la portée en raison de l'étendue des questions de recherche puis de l'hétérogénéité entre les études. Puis une étude de la portée, mais ça inclut pas d'analyse statistique, contrairement à une revue systématique, par exemple, ou une méta-analyse. Mais c'est souvent une étape préliminaire à ce type d'étude-là. Donc, peut-être dans les prochaines années, là, il va être possible de pousser les analyses encore plus loin. En conclusion, les études montrent que l'état d'esprit hostile impuissant, oui, c'est un symptôme des traumas relationnels vécus dans l'enfance, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est aussi un processus par lequel ces expériences traumatiques-là dans l'enfance entraînent des conséquences, puis pas juste pour l'adulte lui-même, mais aussi pour l'enfant et pour la relation parent-enfant et même la relation parent-adolescent. Alors, c'est un concept qui contribue non seulement à l'avancement là, des connaissances scientifiques dans le domaine de l'attachement, mais qui oriente aussi la mise en place de différentes interventions.
entre autres, le concept d'état d'esprit hostile impuissant peut servir à identifier les adultes qui ont vécu des traumas sévères dans l'enfance, puis qui sont à risque justement de transmission intergénérationnelle. Les résultats soulèvent aussi l'importance de dépister les traumas relationnels dans l'enfance et les représentations d'attachement des jeunes adultes, parce qu'un dépistage précoce va permettre justement d'accompagner le parent plus tôt, puis de mettre en place des interventions pour mieux le préparer à vivre cette transition-là vers la parentalité, à exercer ses responsabilités parentales et à prévenir les difficultés dans la relation parent-enfant. Et finalement, les résultats soulèvent l'importance de vraiment porter un regard particulier sur les adultes qui ont vécu des traumas relationnels dans l'enfance, puis de rester à l'affût de ces comportements-là d'hostilité et d'impuissance. Donc, le message là, que je souhaite transmettre, c'est vraiment l'importance d'intervenir tôt, puis d'accompagner le parent à identifier les stratégies de défense, en fait, qu'il a pu développer face aux expériences qu'il a eues avec ses figures d'attachement principales dans l'enfance, puis de comprendre comment ces stratégies-là peuvent venir interférer dans la relation parent-enfant. Alors, voilà, j'ai mis quelques références là s'il y en a qui souhaitent en connaître davantage. Merci.